Bonsoir Jean-Claude Mailly, Bonsoir. merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière et donc vous avez passé 4 heures ce matin à l'Élysée avec les ministres, avec le président. Vous avez évoqué tous les sujets sociaux, notamment l'aide évidemment aux chômeurs. Comment était l'ambiance? Comment est-ce que vous sentez ça? C'est à 3 mois d'une élection présidentielle, c'est pas fréquent quand même. Non, c'est vrai que ça n'est pas fréquent. Il y a eu quelques sommets. Moi, c'est pas les types de réunions que je préfère, hein, parce qu'il y a un côté grand-messe, quoi, d'une certaine manière. C'était de la com de la part du président? Il y a toujours, dans ce genre d'opération, il y a toujours de la communication, quelle que soit la période. Moi, ce que nous avions dit avant, c'est que dans la situation qu'on connaît, avec l'augmentation importante du chômage qui touche toutes les catégories, il y avait des mesures d'urgence à prendre. C'est pas trop tard? On peut toujours dire c'est trop tard, c'est vrai, mais enfin, bon, faut mieux les prendre, même faut mieux tard que jamais, comme on dit. Hein, bon. Donc, sur certains points, moi j'avais 15 points précis ce matin. On n'a pas réponse sur les 15, bien entendu, mais on a des réponses que j'acte. Moi, syndicaliste, c'est aussi du pragmatisme. Qu'il y ait 1000 emplois de plus à Pôle emploi, c'est un élément, même si a priori ce sera des CDD, mais bon, on verra après les choses. Mais c'est un petit cadeau pour FO, ça. Oui, enfin, on n'était pas les seuls à le demander, il faut être honnête. Bon. Mais ça, c'est un élément. Deuxième élément, 100 millions d'euros, on peut dire que c'est pas assez, mais c'est toujours ça de prix pour le chômage partiel, booster l'utilisation du chômage partiel si nécessaire. Toutes les salariés, ça s'appelle R2F, qu'est-ce que c'est? C'est les salariés qui sont, ceux qui sont chômeurs, qui entreprennent une formation longue, type infirmier. Ils ne peuvent pas avoir une rupture d'indemnisation pendant leur formation. On prolonge leur indemnisation jusqu'à la fin de leurs études. Ça, c'était bloqué, ça repart. Donc c'est un élément important pour tous ceux qui sont concernés. Moi, un élément que nous demandons depuis longtemps, qui est une banque nationale pour l'industrie, qui coordonne mieux l'activité de toutes les structures publiques existantes, OSEO, etc. Ça a été annoncé, devrait se mettre en place rapidement. C'est un élément positif pour les entreprises industrielles. Il y a 150 millions d'euros de dégagés pour les chômeurs de longue durée. Voilà, ça, ce sont des points positifs. Alors, ça, c'est les 430 millions globalement, oui, pour l'aide aux chômeurs immédiate, les mesures d'urgence. Voilà, là-dessus, il y a une sorte de consensus. On dirait que François Chérèque, vous-même, même Bernard Thibault, n'y a pas trouvé à redire, en fait. C'est quand même... attendez, ça, on prend, comme je dis. On peut dire c'est pas assez. C'est vrai que c'est pas assez. On n'a pas satisfaction, surtout, bien entendu. Il y a d'autres points que j'ai demandé, j'ai pas de réponse. Poser une question aussi sur laquelle on va poursuivre le débat. C'est par exemple la renégociation de la directive détachement au niveau européen, qui est un instrument de dumping social utilisé par de nombreux pays. C'est en cours de révision. On doit prolonger le débat. Il a dit qu'il était prêt à soutenir notre analyse sur la matière si on ne se tempait pas. Donc on va prolonger le débat là-dessus. Voilà, ça c'est les points positifs. Après, il y avait le deuxième paquet, je ne sais pas comment l'appeler, sur lequel j'avais dit attention. Vous aviez dit, si on parle TVA sociale, je l'envoie bouler. Oui, c'est une formule comme ça. Vous l'avez fait? Vous l'avez envoyé bouler? Je lui ai redit dès le départ que sur cette question-là, on avait un désaccord de fond. On a d'ailleurs eu un débat tous les deux sur la notion de coût du travail, la délocalisation. Il me dit, vous ne me parlez pas de délocalisation. Je dis non, je ne parle pas de délocalisation parce que même 2 points de TVA, ça ne changera rien par rapport à la Chine ou à l'Inde. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si on faisait une TVA sociale pour alléger les charges du coût du travail, pour éviter que les prix soient trop élevés et pour être compétitifs, ça ne suffirait pas que la TVA soit à 2 points ou 1,5 point. Par rapport à la Chine, non, vous pouvez l'augmenter la TVA, ça ne changera rien du tout. Alors il me dit non, mais c'est sur la zone européenne. Je dis oui, la zone européenne, on a eu un débat contradictoire sur le coût du travail en France et en Allemagne. Prenez l'exemple de l'automobile. Je dis oui, l'automobile ne délocalise pas. Renault n'a pas délocalisé en Allemagne, Renault a délocalisé en Roumanie. Donc voilà, on a eu un débat de ce type. Donc on a l'approche totalement différente. Moi, autant je lui ai rappelé que nous étions prêts, c'est longtemps qu'on le demande, discuter comment consolider notre système de protection sociale. Comment on le finance? La cotisation, bien entendu. Est-ce qu'il faut modifier la manière de l'assiette de la cotisation patronale? Après, on regarde quel type d'impôt. Ça, c'est le vrai débat. Mais prendre ce débat-là par il faut alléger le coût du travail, là, je continue à dire, et je le dis, c'est une erreur économique et un danger social. Alors, Valérie Pécresse, qui était à votre place il y a quelques instants, elle a dit on réfléchit à plusieurs pistes et on réfléchit notamment à une hausse de la TVA, pas seulement. Il peut y avoir de la CSG, il peut y avoir d'autres pistes, et en même temps, avec peut-être une augmentation relative des bas salaires.
Ça peut être intéressant dans certains salaires dans l'industrie, pour le moment, par exemple. ça n'est pas clair. J'ai bien compris que s'ils allaient dans cette direction de baisse des cotisations, ce seraient les cotisations patronales pour les allocations familiales. C'est-à-dire qu'il a exclu, s'ils retenaient, c'est pas encore décidé, il a exclu de toucher aux cotisations retraite et aux cotisations maladie, par exemple. Bon. Mais mis à part ça, à quel montant, quel niveau, est-ce qu'ils vont le faire, comment ils vont compenser, je n'en sais rien. Mais toute augmentation de la TVA, quelle qu'elle soit, elle a une incidence sur la consommation. Même si elle est faible, si elle est à 1 ou à 1,5 ou à 2, vous croyez qu'elle est... Quand le gouvernement décide de passer le taux de 5,5 à 7 récemment, sauf pour les produits de première nécessité, quand la SNCF annonce une augmentation de ses tarifs, elle justifie comment ? Les 3,2 je crois de mémoire, la moitié parce qu'on augmente la TVA de 5,5 à 7, donc il y a bien une incidence sur les prix, et l'autre moitié parce qu'il faut tenir compte de l'inflation. Donc ça a obligatoirement un effet, sauf s'ils s'amusent, enfin entre guillemets, à dire voilà on décale dans le temps, etc. Bon, comme ça a été fait en Allemagne, ça après ils peuvent jouer sur les calendriers. En tous les cas, il y a une divergence de fond sur cette question-là, comme il y a une divergence de fond sur le fameux accord compétitivité et emploi. Oui, c'est-à-dire qu'il s'agirait éventuellement de copier le modèle allemand, dans lequel en fait on peut diminuer la durée du temps de travail, y compris peut-être même le salaire, en gardant la même durée du travail, parce que l'entreprise a des difficultés. On reste attaché à son entreprise, mais on accepte les conditions du patron pendant la période difficile. Ça, pour moi, la réponse à ça, c'est le chômage partiel. Justement, ça permet aux salariés de garder son contrat de travail, même s'il travaille moins compte tenu de la baisse d'activité de l'entreprise, mais il a une compensation de son salaire. Si c'est de dire vous travaillez moins, vous gagnez moins et vous avez un engagement hypothétique sur l'emploi, ça marche. Je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui les gêne dans cette affaire, en fait, s'ils vont là-dessus? C'est qu'aujourd'hui, on peut signer de tels accords. Il y en a eu dans les entreprises, sauf qu'il y a une obligation qui fait qu'une fois un accord signé, il faut que chaque salarié individuellement donne son accord. Parce que c'est une modification substantielle du contrat de travail. Le salarié qui refuse aujourd'hui, parce que ça ne l'intéresse pas ou quelle que soit la raison. L'employeur, s'il veut le contrer, il est obligé de faire un licenciement économique. Ça veut dire que c'est des garanties aussi pour le salarié. Il faut justifier un licenciement économique. Si vous supprimez l'accord individuel du salarié, et c'est ça qui est derrière, ça veut dire que vous n'avez plus de licenciement économique, vous avez un licenciement pour motif personnel. Et ça veut dire que c'est un affaiblissement des droits des salariés. Donc ça, je l'ai expliqué, j'ai pas eu de réponse là-dessus. La campagne de François Hollande, vous avez vu qu'elle porte aussi autour de la création de 60 000 postes de fonctionnaires dans l'éducation. Et vous avez vu, il y a un cafouillage. Il y en a à gauche de François Hollande qui disent il ne faut pas qu'un poste de fonctionnaire dans l'éducation qu'on crée un poste de prof et qu'on enlève un poste d'infirmière, par exemple. Et François Hollande qui a l'air de dire bon, je vais donner ma réponse définitive. Comment vous réagissez, vous, alors qu'Afo est très fort dans la fonction publique? Ce que j'ai redit d'ailleurs, et personne ne l'a contesté, y compris le président de la République, j'ai rappelé ce matin que dans la fonction publique d'État et dans les opérateurs publics, depuis la mise en place de la révision générale des politiques publiques, c'est 400 000 suppressions de postes. Et personne n'a contesté le chiffre. 400 000 suppressions de postes. C'est pas que dans l'éducation nationale, c'est partout aujourd'hui. Bon. Donc, le problème, c'est pas de dire on va créer tant de postes dans tel endroit. Si c'est pour en supprimer dans d'autres, ça va pas aller. Moi, je crois que l'urgence... Oui, mais en même temps, on est quand même dans un tableau de grave crise, de dégradation de la note française, moi, de déficit budgétaire et de dette... Non, mais attendez, moi j'ai dit ce matin que une agence dégrade la note, ça m'empêche pas de dormir, à la fois parce que les gouvernements, le nôtre comme les autres, ont une part de responsabilité. Ils n'ont pas régulé les agences depuis 4 ans. Bon, c'est évident. Quand je dis 4 ans, c'est depuis le début de la crise. Bon. Oui, enfin, vous niez pas qu'il y a un problème de déficit important et un problème de dette du pays important. Comment on en sort? Parce qu'on peut lire tout, y compris dans le communiqué de Standard & Poor's. Certes, ils disent il faut plus il y a trop de rigidité sur le marché du travail, mais ça, vous savez, les marchés, c'est toujours schizophrène. Hein. Dans le même temps, on dit ah là, on est inquiet parce que de l'austérité partout. Il n'y a pas assez de croissance. Il n'y a pas assez de croissance. Donc, si l'on veut sortir de cette logique de crise, il y a des choses à faire au niveau international, mais il y a aussi des choses à faire au niveau européen. Moi, je suis ceux qui sont partisans que la Banque centrale ait un autre rôle. Ça ne réglera pas tous les problèmes, mais ça permet d'éteindre un incendie. Et ensuite, il faut sortir de l'austérité. Sinon la crise s'aggravera et le déficit augmentera. Est-ce que vous êtes favorable à un protectionnisme européen, comme plaide un certain nombre de personnalités, des gens qui font la campagne aujourd'hui? Oui, mais moi, je l'ai redit ce matin, moi, je n'ai rien contre un débat sur la TVA. Non pas TVA sociale, etc. Mais le débat sur la TVA, le sens qu'il peut avoir, c'est une forme de protection au niveau de la zone euro. Là, ça a un sens, un débat sur la TVA. Des barrières douanières. Oui, mais avec
respect des normes sociales, respect de normes environnementales. Ça, c'est le vrai débat qu'on doit poser sur la table aujourd'hui. C'est pas au niveau franco-français que ça se pose le problème TVA au national, c'est au niveau européen. Ça, c'est ce que dit Marine Le Pen aussi. Elle j'en sais rien, moi, c'est la position de des FO. barrières aussi douanières, alors aux portes de la France. Oui, moi, je parle de la zone euro. Oui, je parle de la zone euro. Vous parlez de la zone euro. Oui, de la zone euro, on a une monnaie commune. Et on doit exiger de pays comme la Chine, par exemple, que les normes fondamentales du travail soient respectées, ce qui n'est pas le cas. Liberté de créer un syndicat, liberté de négociation, interdiction du travail forcé, du travail des enfants, la non-discrimination dans l'emploi. Il faut exiger de ça de pays comme la Chine ou d'autres. Hein, ça fait partie des choses à faire si on veut sortir de cette crise. Je disais, Marine Le Pen, parce que vous avez eu une phrase très forte qui a été relevée. Vous avez parlé de national-socialisme et vous avez dit que vous ne rencontreriez pas les représentants du national-socialisme. Elle s'est beaucoup énervée et elle a annoncé une plainte. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ouais, j'ai entendu Est-ce qu'elle a porté plainte? À ma connaissance, non dans l'immédiat, mais on verra bien. Écoutez, moi j'assume ce que je dis. Et ça ne nous inquiète pas. Si elle portait plainte, vous rediriez ce que vous avez dit, vous continuez à avoir des mots aussi durs. Non, mais attendez, moi, à un moment donné, je pense que c'est de mon rôle de dire certaines choses. Voilà, je l'ai dit. Maintenant, elle fera ce qu'elle voudra, c'est autre chose. C'est Nadine Morano qui a dit, au nom de l'UMP, elle trompe les ouvriers, elle berne les ouvriers. Il faut dire que Marine Le Pen vit dans un manoir. Vous diriez la même chose? Oh non, écoutez, moi, je laisse ça après sur la campagne politique. Hein. Moi, je reste dans le rôle, je dis ce que j'ai à dire en tant que secrétaire général de FO quand je pense qu'il faut le dire. Après, Force ouvrière est une organisation libre et indépendante. Nous n'avons jamais donné de consigne de vote et nous n'en donnerons jamais. Ni de dire il faut pas qu'un tel soit réélu ou il faut qu'un tel soit élu. C'est pas notre rôle syndicalement. Ça, c'est l'affaire des citoyens. Et les citoyens, le jour où ils voteront ce qu'ils veulent. Dans le secret de l'isoloir, c'est aussi la démocratie. Maintenant, on ne va pas se taire sur les revendications pendant toute la période. Comme je dis, pendant la campagne, les revendications continuent. Ça, c'est autre chose. Mais on restera sur notre comportement habituel, qui est un comportement de liberté et d'indépendance. Pas de consigne de vote. Simplement, il y a eu des gens de Force ouvrière qui ont été candidats pour le Front National, une ou deux personnes. Vous les avez exclus? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on les a pas il y a une personne, à ma connaissance, qui avait posé un problème. C'était quelqu'un qui avait un mandat national. Donc la responsabilité de la fédération, ça a été de lui retirer son mandat. Maintenant, même moi, je n'ai pas le pouvoir d'exclure quelqu'un. Seul le syndicat de base peut l'exclure. C'est aussi une question de démocratie. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly.